مرحبا بكم جميعا في هذه المؤسسة، خاصة الإخوة الذين جاءونا من مدن جامعية أخرى. باسم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس الذي يعتذر نظرا لانشغالاته المرتبطة بالإدارة، لي شرف كبير أن أفتتح معكم أشغال هذين اليومين الدراسيين الذين تنظمهما مختبر البحث حول الثقافة والنوع والآداب وفريق الدراسات الثقافية. أريد أولا أن أشكر باسم المؤسسة كل الإخوان الذين تجشموا عناء السفر والقدوم للمؤسسات الجامعية الأخرى، نظرا لما في هذه العملية من تلاقح وتبادل للأفكار. أريد كذلك أن أنوه بهذه المبادرة لسببين أساسيين. السبب الأول أن هذه المجموعة هي من المجموعات النشيطة جدا في مؤسستنا، والدليل على ذلك حضوركم ونوعية الأعمال والأنشطة التي سبق أن أنجزتها والتي كذلك قد قررتها. كما أريد كذلك أن أثير الانتباه إلى أن الموضوع المختار هو في اعتقادي ذو أهمية بالغة. هذه الأهمية من زاويتين. أولا، هذا الموضوع هو الموضوع المختار للدراسة خلال هذين اليومين هو وضع السؤال حول الدراسات ما بعد كولونيال، études post-coloniales entre empire et nation, représentation, domination et résistance. أعتقد بأن هذا العنوان هو عنوان شامل، ولكن كذلك باش نهضر شوية في اللغة الفرنسية معذرة عن لغتي لأنني أنا من قبيلة الجغرافيين ومتطفل عن الآداب ولكن هاوي قراءة، ولذلك أجد نفسي سعيد بأن أكون معكم. Le titre est annonciateur. Il est riche, il soulève des interrogations que les contributions qui ont été programmées aborderont par diverses entrées, qui vont de la remise en cause de l'héritage culturel colonial à l'analyse des approches postcoloniales et à la question du genre. Le deuxième point qui, à mon sens, a un intérêt très important pour cette rencontre, c'est que l'équipe envisage ou a l'ambition de faire une mise en lecture parallèle ou croisée entre le discours colonialiste sur le Maroc et l'apport et les limites du discours nationaliste qui lui-même reproduit une autre forme de soumission et de domination, notamment en ce qui concerne la question du genre et de la jeunesse. En lisant l'argumentaire et en regardant les titres, les communications, je n'ai pas eu l'occasion ni le temps de voir les papiers, on constate qu'il y a une question fondamentale qui ressort de cet argumentaire. Et c'est une question, à mon sens, qui nous concerne tous, aussi bien en tant qu'acteurs, académiciens, transmetteurs de savoir ou intellectuels, Khalid n'aime pas beaucoup, mais qui nous colle comme étiquette. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui pour votre jeunesse, mais nous aussi nous la posons, quelle identité construire aujourd'hui pour notre société? Comment dépasser le double héritage colonial et post-colonial vers une nouvelle approche en conformité avec les exigences de la globalisation, d'un monde qui devient de plus en plus comme un petit village? Permettez-moi de ces remarques, mais ces réflexions, mais je crois que c'est un thème qui intéresse énormément nos étudiants, la preuve c'est qu'ils sont là. Et je voudrais saluer et remercier tous les participants venus de différentes universités marocaines, Agadir, Marrakech, Jeddah, Khitra et Fès, ainsi que mes collègues de Meknès. Je suis persuadé que les débats seront fructueux et permettront à nos étudiants de s'ouvrir sur des horizons nouveaux. Encore une fois, un grand merci au comité d'organisation et je souhaite une bonne réussite à vos travaux. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le vice-doyen, cher ami Mauridier, pour cette présentation qui me semble intéressante parce qu'elle est à la fois dans la démarche académique mais aussi dans la démarche citoyenne, chose qui est tout à fait normale dans ton itinéraire. Je parlerai au nom du laboratoire de recherche sur la culture, le genre et la littérature que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger.
faut dire une chose, c'est que cette journée s'inscrit dans un travail de longue haleine qui a commencé avec l'équipe de recherche sur les études culturelles et postcoloniales et qui est en fait la suite d'une journée d'études que nous avons organisée l'année dernière, à peu près à la même date, fin octobre, et à laquelle certains collègues avaient déjà contribué amplement et qui sont revenus pour enrichir notre démarche, notre débat. Et on a également invité d'autres collègues qui nous ont semblé très intéressants par leur travail académique pour nourrir justement notre réflexion. Nous avons également intégré des doctorants, c'est une chose très importante pour le renouvellement aussi de la recherche dans notre pays, dans notre université. Des doctorants qui, à mon sens, sont prometteurs puisqu'ils travaillent d'abord sur ces questions et ils travaillent sur ces questions de manière sérieuse. Donc ce sont deux aspects que je souhaite souligner, sur lesquels je souhaite aussi insister. Alors, la question des études postcoloniales a toujours posé problème dans les espaces francophones, je ne cesse de le dire et de le redire. Pour une raison qui n'est pas liée seulement à des tempéraments, mais qui est liée à la manière dont les espaces francophones ont été influencés par la culture française, qui est une culture républicaine, et donc une culture qui a beaucoup de mal à accepter le mot multiculturalisme, communautarisme, etc. Le problème n'est pas personnel. Les gens qui critiquent les études postcoloniales ne les critiquent pas, je parle de ceux qui lisent, parce qu'il y en a qui ne lisent pas et qui critiquent, ça ne m'intéresse pas trop. Mais les gens qui critiquent de manière scientifique et argumentée les études postcoloniales, au fond, ils n'ont pas tort de les critiquer. D'abord, ils les nourrissent en les critiquant, mais ils n'ont pas tort dans le sens où ils s'inscrivent dans une logique qui résiste à toute implication multiculturelle, à toute implication communautaire ou communautariste, comme on dit. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans le binarisme. Les études postcoloniales ont toujours lutté contre les formes binaires, à commencer par quelqu'un qui n'est pas postcolonialiste, mais qui a, par ses travaux, nourri la théorie postcoloniale, qui est Édouard Saïd, qui est en fait quelqu'un qui s'inscrit dans la tradition des études culturelles. Et il a nourri les études postcoloniales par la déconstruction justement du binarisme. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette équipe de recherche. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui nourrir les lectures littéraires, les lectures historiques, certains aspects anthropologiques de notre culture, par justement ce dépassement d'un binarisme. Tout à l'heure, M. le vice-doyen a parlé de colonialisme et de nationalisme. Ce sont deux choses auxquelles les études postcoloniales s'intéressent. Les études postcoloniales ne glorifient pas l'authentique et le local. Les études postcoloniales ne s'en prennent pas de manière, je dirais, personnelle, avec des arguments ad hominem au colonialisme. Non, c'est une manière de lire la culture des sociétés anciennement colonisées qui sont entrées en interaction avec les sociétés coloniales, avec les empires coloniaux, et on essaie de voir un peu comment l'un a tenté de dominer l'autre, l'un a nourri l'autre, et l'un s'est nourri de l'autre. Et c'est cette interaction, cette interférence qui nous intéresse. Et c'est justement l'articulation des différences qui nous intéresse dans les études postcoloniales, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans l'historiographie ou dans l'anthropologie, ou même dans des phénomènes sociologiques comme le phénomène du genre, par exemple. Donc, je tenais à dire ça pour lever tout équivoque qui pèse dans les espaces francophones sur ce qu'on appelle la théorie, la pensée, la critique, les études postcoloniales. Je remercie beaucoup les intervenants qui ont répondu positivement à notre appel et qui nourrissent notre réflexion également, qui sont venus parfois de loin. Je remercie également le comité d'organisation
Je remercie beaucoup l'administration, monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, et aussi le responsable du service culturel, monsieur Rozan, qui s'est occupé, disons, du volet administratif. Je remercie beaucoup mon collègue qui n'a pas pu venir maintenant à Anwar Ouyachi parce qu'il a un contretemps, mais il va nous rejoindre. Il a un contretemps technique, personnel, et il va nous rejoindre dans pas longtemps. Et il a fait un travail très important dans l'organisation de cette journée. C'est lui qui s'est occupé des correspondances, qui s'est occupé du lien logistique, etc. Donc je le remercie, même dans son absence. Mais je sais que tout se sait dans ce pays. Merci. Je suis bien sûr ravi de retrouver la faculté des lettres et des sciences humaines de CNAS, parce que j'ai eu le plaisir de participer à la première édition de ce colloque qui porte sur les études postcoloniales, les études culturelles. C'est un immense plaisir de me retrouver à la même table que d'éminents chercheurs sur la question donc des études de la théorie postcoloniale. Madame Salima Khtari, qui nous vient de l'université de Jdida, Monsieur Orras, de la faculté des lettres de CNAS, M. Brani Fennan, notre poète et éminent spécialiste de Khatibi, qui nous vient de l'université de Marrakech, et M. Mohamed Amansour, de la faculté des lettres de CNAS. Les 2 journées d'études portent sur les études postcoloniales, entre empire et nation, représentation, domination et résistance. Vous l'avez compris au travers, bien sûr, du mot du vice-doyen et de celui du responsable donc, du laboratoire, M. Khalid Zikri. Les chercheurs aujourd'hui réunis se proposent de réinterroger, en quelque sorte, les manières dont l'héritage du colonialisme impacte les modes de perception de la réalité et de sa représentation. Alors on va, tout le long de ces 2 journées, essayer d'examiner, réexaminer, décortiquer un certain nombre de concepts qui gravitent autour de la question fondamentale que posent les études postcoloniales, négociation, hybridation, nationalisme, et j'en passe, les déconstruire, les démonter pour y débusquer ce qui s'y cache de pernicieux, mais aussi de très positif, et qui pourrait nous aider à mieux nous lire. Voilà. Alors je vais respecter l'ordre d'intervention qui figure sur le programme. Je donne la parole d'abord à M. Brani Fennan, enseignant-chercheur à l'université Qadhiyya de Marrakech, qui se propose, par l'intitulé de sa communication, La langue de l'autre, d'interroger un petit peu le rapport entre le bilinguisme et l'écriture dans le contexte postcolonial, notamment au Maghreb. La parole est à vous. Bon, merci, Samir. Donc, l'intitulé de cette communication, c'est la langue de l'hôte. Donc, l'hôte avec un R, donc l'hôte qui est donc l'hospitalité et l'altérité. Donc, comment la question de la langue, notamment quand il s'agit d'écriture, ouvre sur la question de l'hospitalité et de l'altérité à partir, pas sur, je ne parle pas de Khatibi, mais à partir de Kbir Khatibi. Donc il s'agit ici de voir comment Khatibi a déplacé la question du bilinguisme et de l'écriture
dans la littérature maghrébine à travers son essai Bilinguisme écriture dans Maghreb pluriel en 83, son récit Maghreb amour bilingue, figure de l'étranger dans la littérature française en 86, La langue de l'autre en 99, puis Langue ouverte à Jacques Derrida, publié d'abord dans la revue Europe, dans le numéro consacré à Jacques Derrida en mai 2004, et repris dans Jacques Derrida en effet en 2007, publié aux éditions Almanach. Donc vous voyez qu'il y a des écrits donc, sur presque une vie d'écriture qui revient sur la question de la langue, ce qui le bilinguisme, ce qui montre l'importance qu'il a représentée aux yeux de Khatebi dans son écriture et sa pensée. Donc je parle de déplacement aux paroles autres dans la mesure où, avant avec Khatebi, le débat après l'indépendance sur la légitimité d'écrire en langue française a pris souvent un aspect politique et ou idéologique au nom du retour à l'origine, à l'asl et à l'identité nationale. Cette façon de voir les choses a prédominé et prédomine même encore dans des discours récents. J'ai nommé Mohamed Ben Nis, Wassine El-Araj, Mensal Mahimni, Charles Karim Ghalab, entre autres. Il faudrait par ailleurs rappeler que, contrairement à l'idée qui a souvent prévalu, cette situation socio-linguistique, celle de la coexistence de plusieurs langues avec différents statuts, etc., ces effets psychiques et littéraires, n'est pas le propre du Maghreb, ni non plus à supposer qu'on veuille se limiter à cette géoculturelle, à savoir le Maghreb, et n'est pas l'apanage de son histoire contemporaine. Et on peut comprendre pourquoi Assia Djbal propose de redéfinir la littérature algérienne donc, en remontant jusqu'à Augustin et jusqu'à Apulée. Je vous invite par la même occasion à lire ou à découvrir la somme réalisée par Gabriel Comte dans son livre sur les Berbères. Car si l'histoire est une succession de colonisations, comme dit Laroui, donc l'histoire peut être vue comme une succession d'entreprises coloniales nécessaires, inéluctables. Toute société est par définition la résultante de nombreuses vagues colonisatrices. Aucune n'est race pure, aucune culture n'est indemne d'influence extérieure. Donc, je cite toujours Laroui dans La colonisation perspective, esprit historique. Si l'histoire est une succession de colonisations, on ne peut pas éviter à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité des questions de cet ordre-là, à savoir la question du bilinguisme, de l'aliénation linguistique, de l'acculturation, etc., etc. Donc cette analyse de Laroui, c'est-à-dire une analyse qui dit que l'histoire, la violence de la colonisation est nécessaire à l'histoire, recoupe donc les analyses de Michel Foucault et de Jacques Derrida quand il dit, et qui va encore plus loin, que la culture est par naissance colonisatrice parce que la culture colonise la nature. Et ce que dit aussi Deleuze, notamment sur l'usage de la parole, à savoir qu'à la base, la bouche, la langue était censée manger et pas parler. Donc il y a un déplacement, une déterritorialisation de la fonction initiale de la langue, etc. Donc, Abdallah Laoui évoque la duplicité ou le dualisme comme une des caractéristiques de la société coloniale. Il l'ajoute, et ça c'est très important, et ça recoupe l'actualité. Et j'ai noté tout à l'heure que le principe des études postcoloniales, c'est de dépasser le binarisme, c'est-à-dire ce n'est pas une problématique seulement entre colonisés et décolonisés, mais c'est des problématiques qui sont internes aussi aux pays européens, qui ont produit la colonisation. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça va résonner avec ce qui se passe en Catalogne en ce moment. Il dit « Partout en Europe se réveillent les morts, pas seulement en Irlande et en Bretagne, mais en Corse, en Provence, en Sicile, en Andalousie. Ces terres qu'on disait libérées, reconquises, voilà qu'elles se disent conquises tout court et prétendent à retrouver leurs racines. Un peu partout, la coutume se rebelle contre la loi,
le dialecte contre la langue normalisée, le folklore contre l'art classique, etc. Donc je cite toujours à partir de la colonisation perspective. Mais je veux encore souligner que cette duplicité n'est pas propre aux sociétés postcoloniales. Elle correspond à une évolution de la conscience se manifestant dans la prise de distance vis-à-vis de la langue dite natale en national. Attitude plus ou moins exacerbée selon les conjonctures, mais que l'écriture moderne rend inévitable. La nécessité de réinventer la langue, cette moralité de langage dont parle Roland Barthes, ce que Pascal Quignard appelle la rééducation politique, c'est-à-dire l'âme, je le cite, qu'il faut, dans le corps qu'il faut, dans la langue qu'il faut. C'est-à-dire que n'importe quel sujet, n'importe quelle subjectivité parlante, créatrice, littéraire, devait normalement, à un moment donné, reposer, redéfinir son rapport à la langue nationale et à la langue natale. Sinon, la subjectivité n'est pas totalement accomplie, n'est pas totalement assumée. Parce que la langue natale, la langue dite nationale, c'est la langue de l'agresseur, le père, c'est pas la langue. Autrement dit, le choix, s'agissant de l'écriture, qui engage le sujet devant la communauté, et notamment la communauté linguistique. Car l'écriture doit correspondre, toute écriture, en arabe, en français, en anglais, en espagnol, en hébreu, à une désaliénation politique de la langue. Et cette conscience s'aiguise dans les mots, dans des moments de crise identitaire, rendant la problématique de l'appartenance et de la désappartenance problématique elle-même. Je veux citer Ingeborg Bachmann, donc poétesse autrichienne, qui écrit dans un poème intitulé Exil, il écrit ça. Moi, avec la langue allemande, cette nuée autour de moi, que je tiens pour maison, dérive à travers toutes les langues. Il a écrit ça juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où il y avait une reconstruction de l'identité allemande autour de la langue allemande, avec cet arrière-fond de nazisme, et donc la volonté de faire attention avec la langue dans laquelle se reconstitue l'identité, parce que ce qu'on a chassé par la porte, il peut revenir par la fenêtre, on inverse. D'où cette, voilà, oui, il y a une langue allemande dans laquelle, etc., mais cette langue, elle est traversée, doit être traversée par la langue. Il dit encore, mais parler des frontières, c'est ce que nous voulons, même si des frontières traversent chaque mot, le mal du pays ne le fera franchir, alors avec chaque lieu seront à l'unisson. Et vous allez voir que cette façon de voir les choses, cette langue poétique, cette pensée recoupe celle de Khatebi, recoupe celle d'autres écrivains que je vais citer. Ils ne sont pas fous, ces gens qui ne se sont pas connus disent la même chose, ça c'est la lucidité. Et la lucidité n'a pas d'âge et n'a pas de nation. Enfin, donc je reviens à Khatebi. Donc Khatebi dit, donc, au Aimé, 4 propositions intéressantes sur la question du bilinguisme d'écriture. Première proposition, il dit le bilinguisme et le plurilinguisme ne sont pas dans ces régions des faits récents. Le paysage linguistique maghrébin est plurilingue entre l'arabe et le dialectal, le français, l'espagnol au sud du Maroc. Fin de citation, Maghreb pluriel. Donc, mot elliptique, comme est souvent l'écriture de Khatebi, mais ce que je remarque, entre la première phrase dans cette citation qui dit le plurilinguisme n'est pas récent, hein, et la deuxième qui dit que le paysage linguistique maghrébin est plurilingue, etc. Donc, entre la première et la deuxième, Khatebi effectue un saut de plusieurs siècles et articule 2 constats. Le premier est d'ordre historique, généalogique, archéologique, et qui veut dire tout simplement
Le livre maghrébin est fait de plusieurs vestiges de langue, qu'on le veuille ou non, le phénicien, le nord, etc. L'Azir. Le second est un constat relevé sur le terrain, celui du sociolinguistique, et il dit que le paysage linguistique maghrébin actuel est fait de plusieurs langues, dialectes parlés, sociolectes, dialectes. Vous allez me dire, rappelez bien, la vôtre, il ne fait que constater, ce constat est l'évidence. Mais c'est là où c'est important, c'est-à-dire vis-à-vis de ce constat, on est dans un rapport de cécité, comme si on était né avec une déformation optique qui ne voulait pas voir le divers à l'extérieur, ce divers linguistique dont il s'agit ici. Donc, en relevant cette évidence, Ratébi pointe des anomalies dans la conscience maghrébine, le défaut de mémoire et un rapport problématique à l'histoire que n'a pas cessé de relever Abdelawi, car le Maghreb a hérité de plusieurs strates linguistiques, mais aussi, la deuxième anomalie, une cécité devant la diversité linguistique, dissonance entre le réel divers et l'optique conditionnelle de voir que le mono, l'unique, comme si nous étions, j'ai dit, nés avec une déformation dès lors qu'il s'agit de voir l'altérité. Le nationalisme arabe, parce qu'il est coupable de beaucoup de choses, il faut le nommer ici, le nationalisme arabe qui a prôné, qui prend encore le retour à la langue nationale, l'arabe, cet idéal de la Ummah. Et je veux dire en passage, je pense que le succès d'Oum Keltoum est dû en partie à son nom, Keltoum. Et je pense aussi qu'il faut réfléchir un jour pourquoi cette femme qui ressemble à une matrone a détrôné la chanteuse Asman, qui a l'air d'une princesse plutôt ou d'une femme princière, cette femme blonde qui chante. Il faut s'interroger pourquoi donc cette femme qui s'appelle Keltoum, donc c'est elle qui finalement, et ça correspond d'ailleurs à l'apogée du nationalisme dans le monde arabe. Donc, je disais donc, cette langue arabe que revendiquent les nationalistes ou le national est d'abord une langue liturgique. Et ce que dit Ratébi en disant que dans le Maghreb il y a plusieurs langues, il met le nationalisme arabe devant ses propres limites, c'est-à-dire au nom de quel droit occulter toutes les langues au nom d'une seule. Ce qui est indexé ici, c'est le substrat religieux, ce qu'il faut dire les mots, monothéiste, même quand le discours se prétend laïque, marxiste. Le problème n'est donc pas dans la diversité linguistique, mais dans l'absence d'une politique linguistique qui régule la diversité. Le problème est encore dans la raison arabe, je dirais encore plus. Les langues sont des frontières derrière lesquelles les nations se protègent tout en agressant l'étranger, toutes les langues du monde. Celui qui ne parle pas ma langue, celui qui ne doit pas parler ma langue, celui que le grec appelle barbare, parce que c'est celui qui fait bla bla bla, bla bla barbare, bla bla. Il n'est pas indifférent, dit Pascal Quignard, que la langue nationale définie dans son apprentissage comme identification à l'agresseur sert à agresser les hostiles, qui sont tout simplement ceux qui ne la parlent pas comme la mère, les ennemis, ceux qui hoquettent le langage d'une façon tout à fait normale, au point que ce qu'ils expriment est incompréhensible. D'ailleurs, il faut se poser la question, pourquoi il y a chez nous cette obsession de vouloir toujours tout comprendre? Il faut accepter de ne pas pouvoir tout comprendre. Mais justement, dans un mot bilingue, parce que la volonté de comprendre, c'est-à-dire la compréhension, donc déjà en elle-même, est un acte totalitaire. Vouloir réduire quelqu'un, dire ça y est, il a dit tout, j'ai compris tout de son discours. Il faut accepter que dans un discours, on peut ne pas comprendre et dire oui. Ne pas comprendre est aussi une vertu. Vouloir tout comprendre, c'est un acte de totalitarisme intellectuel ou mental. Et donc, dans un mot bilingue, là justement, où ce livre
se divise en deux dans cet entre-deux de la bilangue. Et dans la bilangue, mon regard, je dis bien mon regard, ne se commode pas sur le bi, mais sur le trait de désunion, bilangue. Et donc, justement, au milieu, Khatebi défait donc, le cercle de la langue pour accueillir une autre langue, à savoir l'espagnol, dans la poésie. Et je rappelle ici, au passage, la définition, une des définitions de la déconstruction par Jacques Derrida, qui disait « Si j'avais à risquer, Dieu m'en garde, une seule définition de la déconstruction, brève, elliptique, économique, comme un mot d'ordre, je dirais, sans cette phrase, plus d'une langue. » C'est ça la déconstruction. Une langue toujours de plus. Et à partir de là, je me dis que, hier on a parlé du butin de la colonisation, je dis qu'aujourd'hui, le butin de la colonisation n'est pas le français, mais ce plus d'une langue. Donc, la série qu'il aura prolongée malgré elle, qui n'est pas donc un don quantifié, mais un processus d'ouverture. Donc, dans un mot bilingue, Khatebi évoque la question de la langue maternelle, la langue d'écriture, le français, l'arabe, le dialecte. Il y a un moment, on est surpris par un poème espagnol, presque au milieu, je dirais moi un milieu, qui dit, et qui va vous rappeler le poème de Ingeborg Bachmann, parce qu'il dit tout simplement « Entre tu pueblo et el mío, hay un punto en la raya. La raya dice no hay paso, el punto bilaterada y al centro. Entre todos los pueblos, raya y punto, punto de raya. Caminando por el mundo se ven brillos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero no puntos ni rayas. Porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. C'est exactement ce que dit Ingeborg Bachmann sur la langue et sur l'hospitalité. Le poème dit, si je peux oser une traduction, entre ton village et le mien, il y a un point et une frontière. La frontière dit, il n'y a pas de passage. Et le point dit, voie fermée. Et après il dit, cheminant à travers le monde, on voit des montagnes et des rivières. On voit des forêts et des déserts, mais point de point ni de frontières, parce que ces choses-là n'existent pas. Donc, ouverture à l'autre d'abord, à travers la langue. Donc, célébration du divers et du visible, accueil du tout autre, utopie d'un monde sans frontières, voyage vers l'inconnu, sans limite, l'océan, l'abîme, l'astre, la nuit, le gouffre, le silence. Dans ce poème de Khatebi, j'entends l'écho de la poésie d'Ingeborg Bachmann, qui dans un texte journal, ça s'appelle, qui devait sortir dans la revue européenne Gulliver, sur la signification du pensée européen, écrit « Penser de façon historique et utopique dans chaque langue, c'est penser que les brèches puissent un jour éclater, là où elles doivent éclater, et les frontières se dévoiler en tant que frontières idéologiques et aussi en tant que brèches au sein même du langage. » Dans Amour bilingue, cette lézarde, et je crois que vous avez entendu le titre d'un roman qui a gagné un prix, Édouard Glissot. Cette défection du cercle, c'est l'écriture qu'elle accomplit dans ce récit, je parle d'amour bilingue, où la coulée des mots se déploie comme une tache d'encre qui s'obscurcit et s'éclaircit graduellement. Mais, paradoxalement, le même Khatebi qui célèbre le son nom d'un mot bilingue dit « ma langue maternelle », ma langue maternelle. Peut-être suis-je, dit-il, fou, le premier fou de ma langue maternelle, comme une déclaration de possession. Or, là où il y a possession, il y a jalousie et il y a guerre. D'où d'ailleurs la critique adressée par Jacques Derrida à Khatebi, dans Le monalinguisme de l'autre,
formulées dans des énoncés alternés paradoxiquement, je dirais pas contradictoirement, je n'ai qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne. Ou encore, on ne parle jamais qu'une seule langue et on ne parle jamais une seule langue. J'y reviendrai si. Alors, la deuxième proposition de Khatebi, c'est le bilinguisme, la pidgination sont des questions internes à n'importe quelle langue. C'est-à-dire que le bilinguisme, il est interne à la langue. Et là, on se rappelle ce que j'ai dit sur ce que Deleuze dit sur la déterritorialisation de la langue. On se rappelle aussi le plaidoyer de Socrate devant les juges, d'où on déduit qu'il y a, au sein même de la même langue, il y a la langue des juristes et la langue des philosophes, la langue des septuagénaires et la langue des jeunes. Il y a la langue des hommes et la langue des femmes, si on se réfère au fameux livre classique très connu de Yaguelo. Et on sait que Marguerite Duras fonde radicalement la spécificité de l'écriture féminine sur la différence sexuelle. Parce qu'il dit les femmes qui n'écrivent pas à partir du lieu du désir, c'est-à-dire quoi? Le lieu du désir chez la femme, c'est la cavité du vagin. C'est à partir de ce creux chez la femme que, selon Duras, la femme doit écrire. Et je me rappelle ce que dit Nice en se basant sur le livre d'Ibn Hazm quand il parle des femmes. Donc le lieu de la subjectivité pour Duras, ce que je veux dire là, pour être clair, c'est qu'il y a différentes façons de créer le bilinguisme, de voir le bilinguisme du sein même de la langue, à l'intérieur de la même langue. Donc là, il y a la langue des femmes, la langue des hommes, la langue, etc., la langue des philosophes, la langue des juristes, la langue. Si vous me donnez un contrat juridique, je ne sais pas le lire. Je le lis, mais je lis bien, mais je ne comprends pas. Donc c'est une autre langue. Khatebi ouvre de la sorte la question sur le bilinguisme, le plurilinguisme, la diglossie, c'est ça qui est intéressant, c'est sortir du cercle un peu restreint du Maghreb, du nationalisme, vers quelque chose d'ouvert. Donc il ouvre sur des situations sociolinguistiques et des subjectivités littéraires de tout continent et toute époque. Abstraction faite de la causation, de la blessure, dont il n'omet pas de signaler le chaos linguistique qu'elle engendre dès la mémoire tatouée. En même temps, fidèle à sa pensée autre, le penser autrement qu'il faut réactualiser d'ailleurs, il relève comme une essence de la langue dont le destin est de se dédoubler de l'extérieur et de l'intérieur. Permettez-moi, pour éclaircir ce point, de citer un roman français écrit par une femme française, donc un sujet français, franco-français pur. C'est Annie Ernaux qui écrit dans Les Années. Il dit, c'est un texte relativement récent parce qu'il est publié en 2008. La langue, un français écorché, mêlé de patois, était indissociable de voix puissantes et vigoureuses, les corps serrés, dans les blouses et les bleus de travail, des maisons basses avec jardinets, de l'aboiement des chiens de l'après-midi et du silence qui précède les disputes, de même que les règles de grammaire et le français correct étaient liés aux intonations neutres et aux mains blanches de la maîtresse d'école. Avant de lire ce texte, je croyais pendant longtemps que cette diglossie, en tout cas ce bilinguisme entre le français à l'intérieur, dans la classe, et ce qui se passe à l'extérieur, à la maison, était le propre du contexte maghrébin colonial. Or, voilà un sujet français, une écrivain qui dit de la maison à l'école, on ne parle pas la même langue. Et ce n'est pas seulement la langue, parce qu'il dit de la famille en fait, c'est-à-dire de la maison, du quartier, du village, à l'école, la rupture est brutale. Et pourtant, il s'agit de la même langue, la langue française. La différence qui s'y insinue engage la voix, les intonations, le corps,
les gestes, les émotions, les croyances, dans un jeu d'adaptation douloureux. Pas facile. La frontière linguistique ne concerne pas ici deux peuples, ethnies ou nations. Elle s'inscrit au sein de la même communauté linguistique, avec la même violence. Arnaud dit glisser, ce qui veut dire pour moi déchoir. La distinction du bon parler et du mauvais parler. Le bon parler, c'est celui de l'école, le mauvais parler, c'est celui de la maison. Institue une hiérarchie. Et l'effort de la jeune fille, parce qu'il parle de l'effort pour bien parler, cache un travail douloureux de refoulement, de dénégation, lié à un complexe d'infériorité, lui-même lié à la question blessante des origines sociales dont parle le sociologue Pierre Bourdieu. Mais revenons au Maghreb. La reconstitution de l'identité nationale après l'indépendance a reposé en Algérie, en Tunisie, au Maroc, comme l'a relevé Assia Djebba, sur l'unité entre la religion, la langue arabe et la patrie, ce qu'on appelle la langue nationale, cette imposture de l'élite politique nationaliste et cette déformation d'une élite intellectuelle d'obédience nationaliste, ce monolinguisme stérile qui a été imposé aux jeunes dans les lycées marocains, algériens, tunisiens, donc comme sa propre diglossie, l'arabe du Machrek et l'arabe du Maghreb, parce qu'il y a une différence entre les deux, mais aussi le plurilinguisme désymétrique interne à la langue arabe dialectale à travers la diversité de ses parlers citadins, intercitadins et ruraux, sans oublier la langue des femmes. Voilà ce que ne cesse Assia Djebba dans ses livres de montrer. La virtuosité poétique de cette grande écrivaine, car il y a beaucoup de poésie dans son écriture, consiste dans ce travail monumental de reconstituer la tour de Babel maghrébine à travers un récit en langue, l'arabe, le dialecte, le français, l'espagnol, le berbère, parce que j'ai parlé d'espagnol parce que dans le blanc d'Algérie, à la fin, il nous explique pourquoi il a mis l'expression, il a mis le blanc et il évoque une expression espagnole qui veut dire dar en el blanco, qui veut dire aller vers la cible. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici, aller vers la cible. Indexer, voir le mal, il est où. Donc, deux langages, j'ai dit donc, et deux langages modernes, la peinture, donc il mélange tous ces parlers, ces langues, etc., avec les langages modernes, la peinture, la photographie, le cinéma, la musique, le théâtre, mais qui veut, paradoxalement, à travers la voix, la danse, le chant, le silence, descendre, c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette femme. Il me rappelle ce que Blanchot a dit à propos du traducteur qui veut à la fois retourner à la langue, à une langue, probable langue avant la tour de Babel, et en même temps, à chaque fois, il doit élargir la diversité. Et ce que fait Assia Djebba, c'est en même temps montrer toute sa diversité, et en même temps, il veut retourner à un langage d'avant la langue, d'avant le langage, à cette langue sauvage que parlaient les femmes. Je vais aller très vite pour ne pas mettre en colère. Donc, je vais sauter donc. Alors, la troisième proposition, c'est Khatebi dit dans le même livre, une correspondance avec Jacques Husson, publié en 85, l'écriture tente parce qu'il va dire doit, de suspendre le babil pour laisser une langue blanche. Je dis page, au marché, écrire, penser avec la rectitude des formes, la rigueur, la méditation retenue jusqu'à la possibilité du silence. Et dans Figure de l'étranger, il dit on n'écrit pas comme on parle. Donc, diglossie de l'écriture et de la parole. Et vous avez bien entendu, il cite implicitement Mallarmé qui divise la langue ou le langage entre le langage brut et le langage poétique. Et il cite Blanchot, etc., qui reprend Mallarmé et il cite d'autres références dont on peut parler. Donc, etc. Alors, ce que je pointe ici, c'est que
Khatibi dit, bon, on n'écrit pas comme on parle, entre l'écriture et la parole, il y a une division et radicale. C'est-à-dire, mais l'écriture, donc Khatibi déclare donc ici un choix esthétique justifié seulement par son histoire, parce que marcher, écrire, penser avec la rectitude des formes, j'ai l'impression ici d'entendre une machine de guerre qui avance et que ce n'est pas son rapport avec le ressentiment d'un colonisé décolonisé. En même temps, dans l'histoire de Khatibi, dans sa histoire personnelle, on sait que la langue française était la langue du silence. Meurt tatoué dans l'internat, il lit en silence et donc il reconduit la langue du silence. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que comment dire que ça doit être l'écriture, que tout écrivain doit suspendre le babil, tout écrivain doit aller vers cette langue du silence. Et c'est cette option d'ailleurs qui a fait que Khatibi a critiqué durement Duras dans Figure de l'étranger. Il dit c'est une écriture vocale. Il y a entre l'écrit et la voix un fléchissement, un gauchissement, un ridement de l'image. Or, je pense que Duras a inventé un code d'écriture hybride, celui du par-l'écrit. Il a donné au silence une voix, une scénographie de danse, de photographie, de cinéma. Car on peut aussi écrire avec la voix. L'écrit peut relever de l'écriture. Mais qu'est-ce que l'écrit dans ce cas-là? C'est peut-être ce que Maurice Blanchot appelle le neutre, ce qui ne se réduit ni à la parole, ni à l'écriture, ni non plus au blanc et au silence entre elles, mais parfois ce pur tracé, ce sillon de la nuit en zigzag sur fond de blanc. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai encore un point que j'aimerais développer. Je voudrais juste citer, oui, rapidement. Oui, rapidement, il y a juste, je voulais montrer que, parce que ce qui m'intéresse ici, parce que Khatibi, ce qu'il dit autrement, il dit que tout écrivain transforme la langue et invente une langue étrangère, que ce soit la langue natale ou la langue, voilà. Et comme c'est souvent les écrivains arabes qui mènent des fois des contre-attaques qui sont sur, voilà, donc des fois des offensives contre les écrivains francophones, notamment maghrébins, j'aimerais vous lire un texte, un passage, je vais finir avec ça, mais j'ai encore, je peux parler de l'époque. C'est extrait de Fawd al-Hawas Ahlam Mustran. Je lis donc le paragraphe. Il dit Ajib, هل تصدق أنني